Merci beaucoup. Bonjour encore à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour la soutenance de ma thèse. Avant de commencer, je souhaite remercier particulièrement les membres du jury pour leur contribution à l'examen de ma thèse et de s'être rendus disponibles aujourd'hui. Donc pour introduire l'essence de mon projet doctoral, je souhaite d'abord attirer votre attention sur les photos que vous voyez à l'écran. Vous me direz probablement que ces parasportifs reflètent tous la même chose, des athlètes de haut niveau en situation de handicap en train de performer dans une discipline sportive d'été ou d'hiver. Toutefois, en menant un premier travail de recherche dans le cadre de mon mémoire de master en 2020 sur la marque des athlètes paralympiques, en France particulièrement, j'ai observé des disparités de professionnalisation entre ces derniers en raison de l'affluence de différents facteurs, leur discipline, leur niveau de médiatisation, etc. Et malgré l'examen de la littérature qui a confirmé une évolution progressive de la place du parasport dans la sphère sportive depuis ces 20 dernières années, menée et marquée par une ère de professionnalisation, durant lesquelles certaines éditions des Jeux paralympiques, comme Londres en 2012 ou Sochi en 2014, ont été jugées comme décisives dans l'élévation du profil des para-athlètes. Il n'en reste pas moins que leur niveau de professionnalisation reste limité et que beaucoup vivent encore difficilement de leur pratique. Donc à partir de ces constats, je me suis questionnée en tant que professionnelle du marketing du sport et jeune chercheuse sur les leviers permettant la professionnalisation de ces parasportifs dans un contexte donné. Et donc grâce aux travaux de Hassan et ses collaborateurs en 2020 qui mettaient en avant le lien entre le personal branding et la professionnalisation et suggéraient que comprendre comment construire efficacement sa marque personnelle peut être notamment par exemple un levier pour maximiser sa pérennité professionnelle. J'ai voulu comprendre les opportunités de professionnalisation des para-athlètes par le prisme de leur propre marque. Donc mon travail de recherche s'est construit autour de ce concept de marque personnelle, donc qui a reçu une attention particulière dans la littérature, mais davantage au niveau de son évaluation et de sa mesure qu'au niveau de sa construction. Et elle n'a finalement peu été traitée dans l'angle du parasport, comme Jackson Brown avait pu le faire remarquer en 2020. Et par ailleurs, en partant du principe, selon Jones en 2005, pour qui la valeur d'une marque repose sur un ensemble de parties prenantes qui fonctionne comme un réseau, qui peut être capable de soutenir ou aller à l'encontre de celle-ci, ce projet doctoral ambitionnait d'aller au-delà de la simple étude de marque athlète en se focalisant sur une construction et en intégrant la participation des parties prenantes à ce processus. Donc l'objectif premier de mon travail était de comprendre comment les parties prenantes en matière de développement de la marque des athlètes paralympiques s'impliquent-elles dans un processus de construction de marque humaine. Donc titulaire d'un master en management des organisations sportives de Lyon 1, ce projet de thèse a été mené en co-tutelle entre l'Université Lyon 1 et l'Université d'Ottawa et donc a été conduit en vue d'approfondir les connaissances théoriques existantes dans l'approche de la gouvernance de marque en se focalisant sur le sport paralympique, tout en recherchant à établir un modèle conceptuel qui permettrait de comprendre le rôle des parties prenantes dans la construction et la gestion de ces marques athlètes. Donc celui-ci vise à combler l'absence d'études consacrées à la co-construction de marques dans la sphère sportive, d'une part, parasportive d'autre part. Et donc je me suis appuyée sur une triple approche, donc d'analyse de l'affluence des dimensions structurelles, sociales et organisationnelles propres au mouvement paralympique et au territoire sur la construction des marques athlètes, d'études des dynamiques sociales et collectives à l'œuvre dans le traitement des marques humaines dans le parasport qui n'étaient pour l'heure pas connues, et d'utilisation d'une approche comparative qui a été décidée pour comparer le processus de marque personnelle au travers du possible prisme de l'impact des Jeux, de l'organisation des Jeux paralympiques sur la construction des marques athlètes. Donc comme ces travaux s'inscrivaient effectivement dans un contexte situationnel unique avec la préparation pour la France des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, j'ai considéré cette période comme pouvant être opportune pour renforcer l'engagement du pays, mais aussi du mouvement sportif envers la construction et ou la commercialisation de la marque des athlètes paralympiques. Et donc, j'ai fait le choix de mener une étude comparative avec un pays qui avait déjà organisé les Jeux paralympiques sur son territoire.
Donc de là, le terrain d'enquête canadien, en guise de comparaison, s'est imposé comme un choix stratégique, pratique aussi, pour élargir les contributions théoriques de mes travaux, notamment de par sa trajectoire de développement depuis l'organisation des Jeux d'hiver de Vancouver en 2010, qui a accompagné, comme je l'ai vu, progressivement le pays et le mouvement paralympique dans le positionnement stratégique du sport paralympique. Donc, en partant du concept de la marque personnelle, je suis partie du constat que mes travaux se sont construits donc sur le principe des marques humaines, qui représentent une catégorie de marques, et comme d'autres marques, qui possèdent une entité et une personnalité de marque, qui peut d'autant être plus particulière dans le cas des marques humaines, et qui a une valeur qui est déterminée par son capital marque. Donc, dans un objectif d'étudier directement la question de la marque athlète des parasportifs, son identité, son capital, sa construction, par le biais de l'intégration des parties prenantes et de l'approche par réseau, j'ai appréhendé ma recherche au travers de la théorie des parties prenantes, qui se définit au sens qu'il existe une participation au niveau d'importance disparate de groupes ou d'individus dans un processus de création d'une entreprise. Et comme l'identité de marque est généralement créée par les organisations, dans le cadre d'une marque humaine, je suis partie du principe de Dumont et Hotz, qui considérait que si l'identité de marque est créée par un individu et ses parties prenantes qui les entourent. J'ai emprunté donc le concept de co-construction de marque et mobilisé certaines connaissances théoriques existantes dans la co-création pour éclairer celui-ci. Et comme aucune définition précise n'avait été donnée à ce concept d'après Léry et Boivin en 2017, j'ai voulu discuter d'une démarche élargie qui étudie une co-construction de marque comme un processus qui implique les parties prenantes à toutes les étapes de la marque athlète. Donc pour étudier ces éléments, j'ai mené une recherche qualitative par le biais de la conduite d'entretien semi-directif. Cette méthode, elle s'est présentée finalement comme celle étant la plus adaptée pour laisser émerger des thématiques et des thématiques spécifiques dans la confrontation des connaissances théoriques existantes sur le sujet du personal branding, à la perception des para-athlètes et des parties prenantes, ainsi que leur comportement à cet égard. Elle s'est construite donc sur 2 terrains d'enquête, en France et au Canada, et s'est délimitée sur plusieurs typologies de participants. Des athlètes en situation de handicap évoluant uniquement au sein de disciplines issues des Jeux paralympiques, et puis 4 typologies de parties prenantes qui ont été décidées stratégiquement, les institutions et les acteurs du mouvement sportif, les sponsors, les médias et les agents. Donc, mon enquête, qui a été complétée par un travail de veille important de ces 5 dernières années, a été menée en 2 phases. Une première phase consacrée au terrain d'enquête français, qui m'a permis d'interroger 15 parasportifs et 15 parties prenantes. Et une deuxième phase dédiée au terrain d'enquête canadien, qui m'a permis de réaliser 15 entretiens avec des para-athlètes et d'interroger 14 parties prenantes. La collecte de données a été aussi conduite en ayant à l'esprit la diversité importante des critères de sélection qui finalement formaient une saturation sémantique des contenus. Par exemple, les disciplines sportives hiver et été, qui n'ont pas le même poids selon la culture française et canadienne, pouvaient être susceptibles de provoquer des écarts en termes de professionnalisation et du potentiel de marque. Donc, par l'utilisation d'une méthode d'analyse thématique déductive, dont Miles et ses collaborateurs en 2018 en avaient fourni une description détaillée, j'ai scindé l'analyse de mes résultats en 4 phases distinctes, de manière à les dissocier entre les athlètes paralympiques, les parties prenantes et le contexte donné. Le tout dans une volonté d'identifier à la fois les éléments culturels, sportifs, gouvernementaux qui pouvaient influencer la modélisation de la gouvernance de marque et d'observer aussi quelles pouvaient être les similitudes ou les différences entre ces 2 pays. Donc mon dispositif méthodologique d'analyse a été basé sur un processus abductif qui reposait donc sur plusieurs allers-retours entre la théorie, les guides d'entretien, les résultats obtenus, pour arriver à une carte thématique commune que vous voyez à l'écran, qui se caractérise par 4 principales familles thématiques. Donc l'écriture d'analyse de mes résultats du chapitre 4 et 5 consistait donc à apporter des éléments de réponse à ces 4 points. Est-ce que certains facteurs contextuels favorisent, défavorisent le processus de co-construction de marque ? Comment les athlètes paralympiques se considèrent comme des marques ? Par conséquent, quelle est leur identité, leur attribut ? Quel est le réseau des parties prenantes qui gravitent dans leur écosystème? Et donc, à partir de ces points, je vais revenir aujourd'hui sur certains éléments qui me semblent le plus pertinents de discuter.
Donc premièrement, la dimension analytique de mon travail comparatif a permis de mettre en évidence l'affluence de facteurs contextuels que j'ai pu caractériser par exemple d'universels, donc qui dépassent finalement le caractéristique propre entre ces deux terrains d'enquête, ou d'autres qui s'avéraient plutôt spécifiques au champ du parasport dans ces contextes. Donc dans le rapport aux similitudes et aux différences entre la France et le Canada, je voulais particulièrement mettre en avant l'influence des facteurs sociaux et sociétaux. Celle-ci s'apparente davantage à une forme d'ambivalence en France entre la problématique de reconnaissance du parasport et l'effet de curiosité qu'a provoqué les JOP de Paris 2024. Tandis qu'au Canada, ce sont les résultats de l'héritage des Jeux de Vancouver en 2020 qui permettent de justifier dans certains élans à la sensibilisation et à l'intérêt du public et des acteurs envers le parasport. Donc, de manière générale, mes observations appellent au caractère encore attractif du sport paralympique et donc à l'intérêt de susciter l'intérêt de ces acteurs pour en assurer une pleine valorisation de ces derniers. Il y a aussi les exigences placées sur la représentation sociale du handicap qui donnent également une dimension distincte dans le parasport, au sens où elles exercent une influence structurante sur leur identité de marque. L'une des spécificités sur laquelle je souhaitais revenir, c'est le sentiment des parasportifs parfois dévalorisants vis-à-vis de leur propre image de marque et de l'affluence donc des facteurs socio-culturels. Beaucoup soutenaient que le sport paralympique et leur statut n'étaient pas suffisamment reconnus pour être perçus comme une valeur commercialisable et donc peut finalement traduire une certaine limite dans l'évaluation de ce processus. Et donc, en ce sens, mes analyses positionnent le sujet du personal branding dans le champ du parasport comme un concept encore en construction, au sein duquel les parasportifs présentent régulièrement une forme de distance à se l'approprier. Ma thèse a effectivement démontré un positionnement hétérogène des Paralympiens face à ce concept, parce que grâce aux travaux donc de Pantene et ses collaborateurs en 2024, j'ai observé que la typologie d'implication de ces derniers face à la marque ne peut être traitée de manière identique entre tous. Les résultats obtenus sont finalement relativement communs et a confirmé une triple perception de ces parasportifs français et canadiens à l'égard du concept. Donc, il y a à la fois ceux qui se positionnent de manière assez récente comme des gestionnaires de marque, qui admettent percevoir aujourd'hui leur nom, leur image comme une marque à part entière, et qui développent donc des pratiques managériales dans le but de monétiser leur image. En majorité, les personnes interrogées, ça rapportait plutôt à des supporters de marque, au sens où ils ne vont pas associer directement leur nom à une marque, mais vont faire preuve de proactivité face aux enjeux marketing. Et enfin, une minorité de participants se sont présentés comme des antagonistes de marque, en témoignant plutôt une forme de désintérêt à appliquer ce concept dans la gestion de leur carrière sportive, et ce parce qu'ils ont déjà un projet professionnel en parallèle ou qu'ils ne souhaitent simplement pas mettre en avant leur image. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que mes résultats ajoutent que l'appropriation du concept de la marque par les paraathlètes peut être aussi influencée selon le contexte organisationnel dans lequel ils évoluent. L'émergence de la culture du personal branding est plutôt récente en France, comme pouvant être le fruit de l'organisation des Jeux de Paris 2024, et explique le retard d'une approche claire et définie en ce qui a trait des marques athlètes. Alors qu'au Canada, la stratégie de gouvernance du sport paralympique au Canada affiche réellement une ambition affirmée au personal branding, si on reprend les mots d'un des acteurs du comité paralympique canadien, qui rapportait « on a un mandat à les aider à développer leur marque ». Donc, malgré des écarts observables sur l'appropriation de cette pratique selon les athlètes paralympiques, mes analyses ont permis de caractériser que certains facteurs et défis influencent la mise en action de ces parasportifs et qui peut être notamment spécifique dans le champ du parasport. Par exemple, l'assimilation fréquente des paraathlètes à la marque paralympique agit pour eux comme une double approche, à la fois de défis et d'opportunités dans la commercialisation de leur marque. L'attachement profond aussi qu'ils ont envers le mouvement parasportif rend le traitement du personal branding spécifique en son sein, où ils recherchent davantage à servir une approche collective et sociale plutôt qu'à répondre à une pure motivation personnelle. Comme pour les autres marques aussi, la force de la marque des athlètes paralympiques a été étudiée par leur capital marque. Et donc si mes résultats s'alignent à la perception de Dolioté et ses collaborateurs en 2021, selon laquelle les performances sont l'élément central qui vient établir le statut national de la marque d'un athlète en général,
Mes résultats ont traduit que les attentes sociétales qui sont placées sur ces derniers rendent finalement, au-delà de la réussite sportive, des dimensions liées à leur attribut personnel, leur personnalité ou leur intégrité comme encore plus importantes dans leur commercialisation. Et donc, comme avait pu le démontrer Legge et Dottori en 2017, ces parasportifs, finalement, en capitalisant sur leur statut de paralympien, ont un avantage de différenciation en tant que modèle à partir de leur histoire ou de leur valeur qui agit sur leur capital marque. Et donc, comme toute marque humaine, certains attributs personnels déterminants qui apparaissent d'autant plus accentués dans le parasport, parce que l'accompagnement demeure encore perçu comme relevant dans certains amateurismes, peuvent aussi générer des décalages importants en matière de commercialisation au sein de cette discipline. Par exemple, leur capacité communicationnelle, leur capacité à construire un capital humain, social, confirme finalement qu'il n'existe pas de manière infaillible de facteurs pouvant assurer la création d'une marque de valeur, que ce soit dans le sport olympique ou paralympique, et que malgré un palmarès à un niveau de performance élevé, comme avait pu en discuter Cortazen dans ses travaux en 2013. Donc pour terminer, l'analyse du concept de co-construction de marque a été analysée à partir de plusieurs modèles théoriques que vous voyez à l'écran, ceux de Dumont et Hotz en 2020 ou ceux de Sarabueso et ses collaborateurs en 2022 pour classifier le type de co-construction de marque selon les parties prenantes interrogées. Et donc ce travail d'analyse des ressources échangées selon les parties prenantes et leurs possibles implications pour la marque des para-athlètes m'a conduit à établir une double modélisation cartographique française et canadienne que vous avez pu retrouver dans mon manuscrit, qui ont été construites à partir de 4 cadrans et qui permettent de classifier les parties prenantes selon leur pouvoir et leur intérêt. Donc de parties prenantes informées à partenaires. Donc la matrice que vous voyez sur la droite. Mes résultats traduisent finalement une forme de co-construction différenciée de la marque, que ce soit par le biais d'une interaction directe ou par une influence qui peut être consciente ou inconsciente des acteurs sur la construction de l'image de marque de ces parasportifs. Et donc, ces différenciations dépendent finalement des intérêts de chaque partie prenante, de la familiarisation de ces acteurs sur le sujet du personal branding et aussi de modèles de gouvernance du sport paralympique et des relations qui existent au sein de celui-ci. Par exemple, là où le Comité paralympique canadien a dirigé un nouveau plan stratégique en 2023 qui intègre la gouvernance de marque des para-athlètes, le modèle français se présente plutôt quant à lui comme un modèle fragmenté, opportuniste, dans le traitement du marketing des athlètes paralympiques et donc suppose une mise en application de co-construction de marque plus difficile. Donc les résultats obtenus lors de ces 3 étapes analytiques m'ont permis de fournir une interprétation conceptuelle du positionnement des parties prenantes dans la gouvernance de marque des athlètes paralympiques et de développer une plateforme de la co-construction de marque des para-athlètes adaptée selon le contexte donné. Donc, ce qu'on peut principalement retenir est que le modèle de gouvernance de la marque des athlètes paralympiques en France, que vous voyez à gauche, tend à être hébergé par les fédérations parasportives ou sportives délégataires. Dans ce cas, cette gouvernance peut être pensée comme un mécanisme de gouvernance descendant où les fédérations jouent le rôle de centralisation en recevant ou en apportant des opportunités marketing aux para-athlètes par la relation des relations périphériques avec les autres parties prenantes. Au Canada, la particularité dans laquelle s'inscrit le mouvement paralympique est la coopération stratégique et directe du Comité paralympique canadien sur les marques humaines. Et donc finalement, en agissant comme le chef d'orchestre dans la gouvernance de ces marques paralympiques, par un mécanisme de gouvernance qui se veut également principalement descendant, le CPC tend à établir une orientation stratégique dans une perspective de coopération entre tous les acteurs. Et donc, pour identifier la position de toutes les parties prenantes selon qu'elles apparaissent prioritaires ou non dans ce processus de personal branding, j'ai construit mes modèles en 3 niveaux, comme vous pouvez le voir sur l'écran, en prenant appui sur la théorie des parties prenantes de Freeman en 1984. Et donc, ces modèles mettent en évidence des parties prenantes dites primaires, donc celles qui permettent d'impulser le personal branding, comme la Fondation paralympique canadienne que vous pouvez voir sur le modèle canadien. Des parties prenantes engagées ou clés, donc qui dégagent plutôt un comportement d'engagement de co-construction de marque tout au long du cycle de la vie des marques des para-athlètes, ce qui en est ressorti des sponsors par exemple, et puis les parties prenantes secondaires, donc qui renvoient à celles où l'implication est plus éloignée, et qui agissent surtout sur ce processus par la promotion ou la valorisation du parasport, donc à l'image des médias français.
Donc, en définitive, mon projet doctoral a ainsi permis d'apporter des contributions théoriques intéressantes dans le traitement de la gouvernance des marques humaines, en dressant une photographie qui se voulait la plus précise possible par une mise en perspective comparative. Il a permis à la fois de mesurer les dimensions de l'image de marque des athlètes paralympiques et d'apporter de nouvelles connaissances sur la construction du capital marque de ces para-athlètes. Donc, qui comprend finalement les dimensions d'image et de notoriété. Il est enrichi aussi par ce traitement du point de vue des cadres conceptuels développés que je vous ai présentés. Il offre un nouveau cadre théorique sur les mécanismes de co-construction de marques humaines et démontre de l'importance d'identification et de catégorisation des parties prenantes afin de comprendre la manière dont celles-ci peuvent s'inscrire dans ce processus. Donc cela peut être par l'intermédiaire d'un mécanisme de gouvernance classique centré sur la relation directe entre les para-athlètes et ses acteurs, ou par le biais d'un mécanisme de gouvernance descendant, ascendant, et qui, dans ce cas-là, peut être propre au système d'organisation du parasport et des relations qui dictent ce contexte. Donc, dans ce cadre, la sélection des parties prenantes peut être discutée comme une forme limitante de mon travail et pourrait faire l'objet d'une étude de cas plus individualisée et centrée sur certaines typologies de parties prenantes. Cela peut être soit en augmentant la représentativité au sein de chacune d'entre elles, d'avoir plus d'agents, d'avoir plus de médias interrogés, ou en élargissant directement le champ des parties prenantes étudiées. Les résultats que j'ai obtenus apportent objectivement de nouvelles perspectives de recherche très intéressantes sur cette co-construction de marque, en traduisant par exemple une dynamique collective de co-construction de marque entre les athlètes eux-mêmes, ou en questionnant aussi le rôle des acteurs territoriaux dans la gouvernance des marques humaines. La place des spectateurs et des fans pourrait être aussi être une perspective de recherche intéressante, notamment aujourd'hui par l'importance des médias sociaux. Et donc, enfin, de manière plus pratique et managériale, mes travaux pourraient être aussi enrichis par l'étude de l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour discuter de l'héritage de ces Jeux sur la commercialisation des marques athlètes et envisager aussi de futures passerelles dans le cadre de l'organisation des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes 2030, en définissant des modules de formation, des fiches actions par exemple. Je vous remercie pour votre attention et je reste maintenant à l'écoute de vos questions.